Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo spéciale pile à lire de l'été. Mais avant de commencer par les livres, j'aimerais vous présenter un mini haul Sauce Traîne-Graine. Je suis passée devant la boutique cette semaine et j'avais envie de partager avec vous mes petites trouvailles du jour. Mon premier achat, c'est ce magnifique bougeoir couleur vert d'eau pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur en entrant dans le magasin. Et bien sûr, je n'ai pas pu résister à l'achat d'un deuxième pour faire la paire. Ensuite, j'ai craqué pour ce lot de stylos colorés avec des motifs fleuris dessus. J'ai l'habitude d'en acheter à chaque fois que je vais à Sauce Traîne-Graine et qu'il y a une nouvelle collection. Donc là, j'ai eu de la chance puisque j'ai trouvé deux lots différents. J'adore ces couleurs estivales et ces motifs fleuris. J'ai aussi trouvé ce mini carnet de gratitude, ça s'appelle. Donc c'est un carnet dans lequel on écrit en général les 3 choses de la journée qu'on a préférées. On le fait le soir avant de s'endormir et en réalité j'en ai acheté 2, un pour moi et un pour ma plus grande fille pour l'initier tout simplement à l'importance de savoir apprécier les petites choses de la vie et les petits bonheurs simples qu'on a pu avoir dans sa journée. Et mon dernier achat, c'est cette mini peluche phoque pour ma plus petite fille cette fois-ci. Elle était avec moi le jour où je suis passée devant le magasin, contrairement à la grande, et du coup elle n'a pas pu repartir sans sa traditionnelle peluche de chez Sauce Traîne-Graine. Vous allez voir qu'elle a toute une collection. Donc voilà, les peluches mises en situation sur une étagère de sa chambre. Toutes les peluches que vous voyez là dans la petite maisonnette sont des peluches issues de précédentes collections de chez Sauce Traîne-Graine. Elles sont vraiment très mignonnes et très qualitatives. Ma fille en raffole. Et pour finir cette introduction consacrée au mini haul Sauce Traîne-Graine, je vous montre en situation les 2 bougeoirs verts sur le petit buffet parisien que vous avez l'habitude de voir en vidéo. J'ai aussi remis dans le salon cette toile que j'ai chinée il y a longtemps à Emmaüs et qui représente une vue de la mer avec les mouettes que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est ma petite touche estivale dans ma déco. Après ce petit haul, on se retrouve en face à face maintenant pour que je vous présente tous les livres que j'ai choisis pour ma pile à lire de l'été. Donc il y a en tout 18 livres que je vais vous présenter. Sur ces 18 livres, il y a 8 livres que j'ai achetés neufs. Tous les autres ont été achetés d'occasion. Et si on regarde la totalité des livres, il y a à l'intérieur 11 romans. Puisque vraiment j'ai craqué pour énormément de nouveautés romanesques pour cette saison. C'est vrai que l'été c'est la saison où je lis en général plus de romans. Donc c'est pas très étonnant finalement. Et puis j'étais pas très inspirée par les livres illustrés, donc j'en ai quand même quelques-uns que je vais vous présenter à la fin de la vidéo. Mais c'est vrai que pour cette vidéo, on va avoir essentiellement des romans. Et pour démarrer cette liste de piles à lire spéciale été, je vous propose de démarrer par
un livre de Lorraine Fouché qui s'appelle L'écriture est une île. Alors je vais vous enlever le petit bandeau. Alors celui-là je ne l'ai pas acheté neuf, même si c'est une nouveauté, je l'ai trouvé sur Vinted et il avait encore son petit bandeau, comme quoi on trouve vraiment des livres dans un état impeccable d'occasion. Alors l'inverse est vrai aussi, hein, parfois on a des livres vraiment en piteux état, mais ça vaut pas le coup de les acheter neufs. Si en plus on ne pense pas forcément les garder ensuite dans sa bibliothèque. Par exemple celui-ci vaut 21 € et moi sur Vinted je l'ai acheté moitié prix, même si j'ai pas le prix exact en tête, je sais que j'achète jamais plus que 50% du prix de la valeur d'un livre parce que avec le marché de l'occasion ça décote énormément les livres. Pour en revenir à celui-ci, déjà quand on regarde la couverture, je pense qu'on peut difficilement faire plus estival, hein, vous aurez compris pourquoi il m'a attirée. Et ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est qu'on va suivre une écrivaine qui va partir sur l'île de Croix en Bretagne pour faire des cours d'écriture. Et donc ces élèves vont être d'âge, de catégories sociales, de milieux complètement différents et ils vont s'initier à l'art d'écrire. Et donc moi j'adore les livres qui parlent de l'art d'écrire. Déjà quand il y a cette mise en abîme où on lit un écrivain qui parle de son art et qui parle justement de la façon dont on doit écrire, j'adore. C'est déjà quelque chose que j'aime beaucoup comme thématique. Et en plus, comme ça se passe au bord d'une île, avec la mer, en été, avec l'île de Groix en fond, parce que moi j'adore la Bretagne, et bien forcément, ça ne pouvait que m'attirer. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a plein d'exercices d'écriture que donne l'écrivain à ses élèves, que vous pouvez reproduire chez vous, si notamment vous aimez écrire ou si vous avez envie de vous exercer à l'art d'écrire. Donc ça c'est pas mal. J'ai bien aimé ces petits jeux littéraires que vous pouvez reproduire vous-même. Voilà, après l'histoire en elle-même, elle est plutôt feel good. On suit les chemins des divers protagonistes qui racontent un peu leur histoire et on se rend compte qu'il y a pas mal de mystères qui se cachent derrière chaque personnage. Au fur et à mesure de votre lecture, vous allez percer à jour les mystères des différents protagonistes. Donc ça aussi c'est pas mal. Ensuite, on enchaîne avec une autre nouveauté qui s'appelle Rendez-vous sur l'île de l'horloge. Donc ça c'est un livre également où on se trouve sur une île. Donc vous allez le voir dans toute ma sélection. À chaque fois que je fais une sélection de livres estivales notamment, ce que j'aime c'est les récits de voyage, des endroits où il y a la mer, l'océan, l'eau, ça c'est quelque chose qui m'évoque beaucoup l'été de manière générale. J'aime qu'il y ait de l'évasion, voilà. J'aime également que le livre se passe pendant la saison estivale. Alors c'est pas le cas de tous les livres que je lis, parce que effectivement si ça se passe à l'étranger, si ça se passe sur une île, si ça se passe au bord de la mer, ça a déjà pas mal de démélisement et ça me suffit moi pour avoir un livre que j'ai envie de lire en été. Mais c'est vrai que j'aime aussi que l'intrigue en elle-même se passe pendant l'été. Déjà la couverture, hein, quand vous la regardez avec tous ces livres et le paysage marin en fond avec la lune dessus, vous comprenez que c'est un livre qui va également parler de livres comme l'autre avant. Alors d'une manière différente parce que l'autre il parle de la façon dont écrit l'écrivain, alors que celui-ci il fait plutôt référence à la littérature en général et à des livres qui ont marqué la vie des gens. Voilà. Et le fond marin, bah, c'est tout simplement parce que ça se passe sur une île comme je vous l'ai dit tout à l'heure et on a une très jolie carte quand on ouvre la première page de couverture. Qui vous explique comment est cette île et ça c'est très utile pour lire le livre parce que moi je m'y référais tout le temps pour situer chaque lieu dont parlait le récit et pour bien visualiser l'île dans sa tête parce qu'en fait ce livre c'est un livre donc comme je vous ai dit qui parle de livres mais c'est aussi un livre qui parle d'un grand jeu, d'une grande mise en scène qui va être organisé par un écrivain milliardaire qui a une île qui lui appartient, qui s'appelle l'île de l'horloge, d'où le titre. Et cet écrivain est un petit peu fou, un peu fantasque. Il me fait beaucoup penser aux personnages dans Alice au pays des merveilles qui sont un petit peu fous, vous voyez, un peu comme le chapelier fou, tout ça. Quand il parle, c'est assez décousu, il parle par énigme, on comprend pas tout, il rigole tout seul, enfin voilà, c'est un personnage très fantasque. Il va y avoir des personnages qui vont avoir la chance, lors d'un concours, de se rendre sur l'île de l'horloge pour jouer au grand jeu qu'a fait cet écrivain. Et celui qui gagnera et qui découvrira la réponse à l'énigme finale de ce grand jeu sur l'île de l'horloge aura le droit d'obtenir en exclusivité le dernier ouvrage de cet auteur, hein, qui est donc un vieil auteur, très connu, très riche, et il aura l'unique exemplaire et donc il pourra en faire ce qu'il veut. Et évidemment, ils sont tous attirés par l'appât du gain puisque ce livre-là, à la revente, vaudrait plusieurs millions d'euros. Ce qui est agréable, c'est que le livre nous ramène en enfance parce qu'on revient sur l'enfance des personnages,
sur ce que leur a apporté les livres qu'ils ont pu lire quand ils étaient petits. Et donc ça, forcément, en tant que lecteur, on s'y identifie, notamment quand on est un lecteur qui aime lire. On a tous et toutes des livres qui nous ont marqués et qui nous ont fait aimer la lecture. Et donc ça, je trouve que c'est très agréable parce que ce livre vous fait revenir, voilà, comme ça, dans vos souvenirs d'enfance, dans les livres que vous avez aimés. C'est une très bonne lecture que je vous recommande et le fait que ça se passe dans une île, vraiment, ça vous fera partir au bord de l'eau pendant l'été. Si en plus vous aimez tout ce qui est un peu jeu d'énigmes, tout ce qui est un univers un petit peu Alice au pays des merveilles, ce livre-là, il est pour vous. Sans compter que c'est un livre des éditions Nami, c'est une maison d'édition que j'adore, vraiment, j'aime tous leurs livres. À chaque fois que j'en lis un de cette édition, j'aime. C'est vraiment une maison d'édition qui vous donne des tranches de vie dans ces livres. Vraiment, il y a des personnages en général complexes, on passe du rire aux larmes. C'est souvent pas loin des feel good, mais c'est mieux. C'est mieux écrit, c'est mieux travaillé. Voilà, on n'est pas dans le côté un petit peu plan-plan qu'ont certains feel good. Vraiment, là-dessus, les éditions Nami, si vous aimez les choses un peu légères, un peu agréables, mais qu'en même temps vous aimez la littérature et vous aimez quand c'est bien écrit, quand il y a un scénario, quand c'est ficelé, bah c'est l'idéal en fait. C'est la seule maison d'édition, je trouve, qui arrive à trouver des textes qui marient vraiment bien les deux. Parce que souvent, malheureusement, quand on lit un feel good, c'est pas toujours très travaillé, alors c'est léger, c'est parfois drôle, c'est parfois émouvant, mais voilà, le texte est pas toujours bien écrit, ça manque un petit peu d'intrigue, ça manque un peu de mystère. Là, vraiment, tout est travaillé du début jusqu'à la fin, en général, dans les livres des éditions Nami, et j'adore ça. D'ailleurs, j'en ai un autre à vous présenter dans la liste, que je vous présenterai après, parce qu'il est quelque part dans la pile. Et ce livre-là, il est à 20,90 € si vous souhaitez vous le procurer neuf. Ensuite, un autre livre Nami, comme je viens de vous le dire, il s'agit cette fois-ci de Bienvenue à la charmante pension de Cecilia Dueñas de Mamen Sanchez, toujours aux éditions Nami donc, et celui-ci coûte également 20,90 €. Vous voyez que c'est quand même un joli petit pavé. Après on est sur le format broché, on n'est pas sur le format poche. La lecture est vraiment agréable, vous voyez, ça a aéré, c'est pas écrit trop petit, donc ça aussi j'aime bien chez les éditions Nami. Et là, cette fois-ci, on vous emmène en Espagne. Pour cette histoire-là. Donc au niveau de la couverture, je trouve que ça se voit un petit peu, on est vraiment sur l'été, la façade ensoleillée, colorée, avec la végétation qui grimpe, le linge qui sèche, voilà, ça sent bon le soleil, quoi. Et donc on se retrouve en Espagne avec Cecilia, hein, qui est un personnage qui au début de l'histoire a subi plusieurs revers. Elle a divorcé, elle a ses grands-parents qui sont morts, sachant qu'elle a vécu pendant plusieurs années avec ses grands-parents. Et elle n'a jamais réussi à avoir d'enfant. Et donc à ça va se coupler une envie de faire autre chose, de se tourner vers autre chose, et elle va retourner dans la maison de ses grands-parents dont elle a hérité. Et elle va décider de la faire revivre et d'en faire une pension. Mais une pension un petit peu spéciale, d'abord parce qu'elle va la rendre vraiment très très charmante. On est vraiment dans un décor un petit peu shabby chic, cottage, vous voyez... tout le style de décoration que j'adore, comme la précédente vidéo que je vous ai présentée avec mes objets cottage, ben on est vraiment dans ce genre-là. Voilà. Et elle ne va accepter que des femmes en colocation. C'est vraiment un livre assez féministe et féminin, c'est-à-dire que dans le fond, toutes ces femmes sont pas spécialement féministes, hein, mais on va traiter de la condition de la femme aujourd'hui, alors tout en douceur parce que c'est un roman, c'est pas un essai, on n'est pas là pour faire passer des idées et qu'elles soient débattues, on est vraiment dans la douceur. On a ces tranches de vie de femmes qui sont toutes différentes, qui sont toutes malmenées par la vie et qui en même temps se relèvent à chaque fois. Et c'est vraiment très très agréable à lire, on passe du rire aux larmes, c'est touchant, c'est émouvant, mais sans être dans le gnangnan, ça c'est vraiment la force, comme je vous l'ai dit, des textes qui sont choisis par la maison d'édition Nami. Vraiment, j'ai adoré. Une bonne partie de l'histoire se passe en été en plus, donc ça c'est très agréable, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, d'avoir un texte qui parle de la saison dans laquelle vous êtes, vous, en ce moment. Et ce que j'ai encore plus aimé dans celui-ci, c'est qu'il y a des petites touches de réalisme magique. Alors le réalisme magique, c'est un courant littéraire, si vous voulez, où on insère dans le réel des éléments merveilleux, voilà. Et ça s'insère naturellement, c'est-à-dire qu'on ne vient pas vous expliquer quel phénomène explique que tout d'un coup, il y a une créature fantastique, un fantôme ou alors un événement magique qui se passe sous vos yeux. C'est vraiment comme si c'était naturel, c'est inséré dans le récit. Tous les personnages, par exemple, voient le fantôme et acceptent qu'il y ait un fantôme sans se poser de questions, voilà. C'est pour ça que ça s'appelle le réalisme magique. Et là, on a ça à l'intérieur, parce qu'à la base, c'est un courant qui vient de l'Amérique du Sud.
et de l'Espagne. Et donc voilà, en digne héritière, Mamen Sanchez, étant un écrivain espagnol, va mettre des touches de réalisme magique dans son œuvre, sans que ça soit partout, hein, c'est juste des petites touches. Et donc cette maison, de temps en temps, on y voit des traces de pas. On y voit apparaître une vieille mamie. Donc ça, j'ai bien aimé ce petit côté surréalisme. En plus du côté, voilà, voyage en Espagne, univers féminin, univers mystérieux sur les personnages. C'est vraiment un concentré de soleil espagnol, voilà, donc je vous le conseille fortement. C'est un de mes romans favoris de ma sélection d'ailleurs, pour vous dire à quel point je l'ai aimé. On continue avec un autre roman, alors beaucoup plus littéraire celui-là pour le coup, hein, puisqu'il s'agit d'un livre qui s'intitule Avec les fées de Sylvain Tesson. Donc Sylvain Tesson, c'est un écrivain qui a été journaliste avant dans sa carrière et qui est vraiment quelqu'un qui aime écrire et avoir des réflexions philosophiques, qui a des tas et des tas de références littéraires, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. Et quand on lit un de ses livres, bah, ça se sent. Alors, c'est la première fois que je lis un Sylvain Tesson, donc je savais pas trop quoi en penser. Ce qui m'a atterré, c'est le titre. C'est Avec les fées, en fait. Ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, déjà, il y a du merveilleux, tiens, ça m'intrigue. Et en fait, c'est un livre qui vous emmène en voyage sur les côtes du nord de l'Europe, puisque on a une carte à l'intérieur. Il part du Cap Finistère en Espagne, là, vous savez, pas loin de Saint-Jacques-de-Compostelle, et il va remonter les côtes et s'arrêter en Bretagne française, puis ensuite en Angleterre, en Irlande, en Écosse, etc. Et donc il va faire toutes les côtes un petit peu celtiques, si vous voulez, dans l'imaginaire hein, du roi Arthur, de la culture druidique, celtique, etc. D'où le titre qui s'appelle Avec les fées. Sauf que Sylvain Tesson, il vous explique dès le début que ce voyage en bateau qu'il fait avec deux de ses amis, eh bien, il ne croit pas du tout au merveilleux. Et que ce qu'il appelle les fées, finalement, c'est une manifestation dans le réel de quelque chose de beau, en fait. Et donc, on est tout le temps dans le livre en train de rechercher finalement les fées, parce qu'on se dit, est-ce qu'à un moment, l'auteur va voir vraiment des fées, va passer de l'autre côté et va nous parler de vrais merveilleux. Ce qui est très agréable dans le livre, c'est d'avoir un récit de voyage avec des belles descriptions des côtes, parce que il a quand même une belle plume, Sylvain Tesson. Donc c'est agréable de lire toute sa description, hein, tout simplement, de ces paysages rocheux, arides, de la mer, etc. Donc ça, c'est très agréable. Toutes les références littéraires, notamment quand on a une culture littéraire, c'est très agréable également. Par contre, quand on n'en a pas, ou quand on n'en a pas beaucoup, c'est un peu lourd. C'est le genre d'écrivain qui écrit un peu pour lui. Honnêtement, il n'écrit pas en pensant à son lecteur. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti en lisant le livre. C'est-à-dire qu'il ne vous explique pas les milliers de références littéraires ou philosophiques ou autres même, hein, culturelles, dont il parle. Et quand il parle de quelque chose, il vous met 3 mots dans une phrase. Et du coup, ça c'est un point négatif parce que déjà, il écrit ce récit de voyage un peu comme un journal de bord. Sauf que dans un journal de bord, ok, les phrases sont courtes, etc., mais c'est censé être des mots simples ou des mots, à la limite, qui viennent du vocabulaire maritime. Lui, pour le coup, ce sont des mots compliqués, des pensées alambiquées, et c'est assez difficile de le suivre. Très sincèrement, moi qui ai une bonne culture littéraire, moi qui aime bien les récits, voilà, un petit peu métaphysiques, ou alors quand il y a plein de références culturelles, etc., j'ai trouvé ça difficile à lire, j'ai trouvé ça ennuyeux par moments, parce que c'est un écrivain vraiment qui vous lance comme ça, en 3 mots dans une phrase, une idée. Et juste derrière, il y a encore une phrase de 3 mots avec une autre idée. Et derrière, encore une phrase de 3 mots avec une autre idée. Et c'est comme ça presque tout le récit. Donc c'est assez difficile à suivre et assez décousu. Et c'est un petit peu élitiste de la part, je trouve, de l'auteur. Parce que, quelque part, il n'intègre pas son lecteur. T'arrives à suivre, tant mieux pour toi. T'arrives pas, c'est pas grave. Je ne m'abaisserai pas un petit peu à t'expliquer ce que j'essaye de dire. Du coup, j'ai été un peu déçue de Sylvain Tesson. Honnêtement, c'était mon premier livre de cet auteur. Et ça m'a pas réellement plu, malgré que j'ai bien aimé les références littéraires et compagnie. Le livre coûte 21 € et c'est aux éditions Équateur Littérature. On enchaîne encore avec un autre récit de voyage, ce que je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'aime bien lire en été. On est maintenant sur un récit qui s'appelle Il existera toujours un chemin de Bruno Combes. Là c'est aux éditions J'ai lu, c'est la version poche, hein. La version brochée c'est la même en plus grande. Ça, c'est pas une nouveauté de cette année. En fait, je dis que c'est un récit de voyage parce que ça parle du chemin de Compostelle, mais c'est un roman. Donc, ce n'est pas ce qu'on appelle dans la littérature réellement un récit de voyage, ou en général, c'est un récit autobiographique. Le roman débute avec 3 personnages qui ont chacun des vies complètement différentes.
Il y en a un qui vit dans un vignoble en Espagne, il y en a une qui est youtubeuse à Dubaï, et il y a une dernière qui est une femme battue à Paris. Et ces 3 personnages, finalement, pour diverses raisons, vont être amenés à faire le chemin de Compostelle. Mais tout ça, ça prend du temps dans le livre. C'est-à-dire que le chemin de Compostelle, il n'arrive pas tout de suite dans l'histoire. Donc déjà, si ce qui vous intéresse, comme moi, c'est plutôt un récit autour du chemin de Compostelle, il va falloir être patient parce que c'est pas amené tout de suite dans le roman, ça prend un certain temps. Et ensuite, une fois qu'ils sont sur le chemin, finalement, l'auteur va plus s'intéresser à la relation, au lien qui va se nouer entre les 3 personnages qu'au chemin en lui-même, ce que je trouve un petit peu dommage. Moi, je suis restée sur ma faim, puisque quand on l'achète, on sait que ça parle de Compostelle, hein, c'est ce qui est mis en avant d'ailleurs pour ce roman. Et du coup, j'ai trouvé, soit parce que l'auteur ne s'était pas assez documenté, soit parce qu'il était plus concentré sur la création de ses personnages. Enfin, je sais pas trop finalement ce qui aboutit à ça, mais la sensation que moi j'ai eue, c'est que le chemin, il est vraiment secondaire et qu'il est là un peu en décor. Et ça, c'est vraiment dommage parce que pour avoir lu plusieurs livres sur le chemin de Compostelle, il y a plein de choses à raconter, il y a d'autres choses à dire et clairement, si on a déjà lu des choses sur ce récit-là, on trouve qu'il manque des choses dans celui-là. Voilà, il fait pas assez véridique. Ça, c'est mon sentiment. Le chemin de Compostelle, c'est vraiment la milieu du récit. Donc avant, il n'y en a pas, et à la fin, il n'y en a pas non plus, parce qu'on revient dans la vie des personnages après le chemin de Compostelle, et qu'est-ce qui se passe pour eux après. Donc je dirais que là encore, mon avis va être mitigé. C'est très bien si ce que vous voulez, c'est un roman un petit peu feel good, avec un contexte du chemin de Compostelle, du voyage, un petit peu métaphysique, et que ça vous convient. Mais si vous aimez le concept du chemin de Compostelle, si vous avez déjà lu de la littérature dessus, etc., vous allez être un petit peu déçu parce que c'est pas extrêmement bien traité dans ce roman. Mais sinon, on voyage entre Dubaï, entre l'Espagne, entre la France. Donc ça, c'est pas mal d'avoir un récit comme ça qui se passe entre plusieurs pays pour lire ça en été. On enchaîne avec un autre roman très ensoleillé, comme vous pouvez le voir au niveau de la couverture. C'est tout petit, c'est presque une nouvelle tellement c'est court, vous voyez. Ça s'appelle Maritime de Sylvie Tanette. C'est publié aux éditions Grasset. Et c'est une histoire qui parle de la Méditerranée. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que ça relève plus du conte que du roman quelque part. Parce que on est en Méditerranée française, on nous le dit dès le départ, mais en même temps, on n'arrive pas à citer ce lieu, qui est une île, encore une fois. Et cette île, on comprend qu'elle n'est pas loin des côtes françaises, qu'elle est en Méditerranée, mais elle ne correspond pas à la Corse, elle ne correspond pas aux petites îles à côté d'Hyères, elle ne correspond pas à tout ça. Et donc on s'est dit, mais quelle est cette île? Et quelque part, on a un mélange entre le réel et l'imaginaire pour cadrer ce récit. Ensuite, on a un personnage qui est un vieil homme, un natif de l'île, qui va être le narrateur de l'histoire et qui va vous raconter son passé et notamment sa rencontre avec un jeune homme qui va tomber amoureux d'une insulaire et qui va malheureusement avoir une fin tragique. Alors je vous le dis dès le début parce que dès le début on comprend qu'il y a une fin tragique, hein, donc c'est pas un vrai spoil. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est tout le travail du récit qui part vraiment dans l'onirique, dans le conte, dans les mystères de la Provence, de la Méditerranée. Il y a des références aussi à tous les mythes autour de l'eau, de la mer, du peuple marin, des animaux marins qui seraient arrivés sur une île et qui ensuite seraient devenus des hommes et dont les descendants seraient peut-être les gens aujourd'hui qui vivent sur cette île. Voilà, et j'aime beaucoup comment elle imbrique le réel et l'imaginaire dans cette histoire. Et puis après, c'est un roman qui en réalité traite de la Seconde Guerre mondiale sans vraiment l'évoquer, puisqu'on ne parle jamais de la Seconde Guerre mondiale réellement. Donc c'est un mélange de tout ça qui fait que ce petit livre, j'ai vraiment adoré le lire. C'est très très agréable, j'aime beaucoup moi tout ce qui est un petit peu mythologique, donc le fait que le récit intègre des éléments mythologiques comme ça dans la Méditerranée, pas loin de chez moi, vraiment j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, je pense qu'on ne peut pas faire plus estival qu'un livre qui s'appelle Maritime et qui parle de la Méditerranée. Alors, rien qu'à regarder la couverture, déjà, je pense que vous voyagez un petit peu, vous êtes un petit peu en vacances. Je vous l'ai pas dit, mais le livre en version brochée comme ça coûte 14 €, donc celui-là, j'ai acheté d'occasion, hein, surtout que, vu l'épaisseur du livre, honnêtement, c'est un petit peu cher, 14 €, même si le texte, lui, par contre, les vaut largement. C'est vraiment un très beau texte. On enchaîne avec un classique de la littérature cette fois-ci, puisque j'ai décidé de lire pour cet été
Souvenirs de Marnie de Joanne Robinson. Ça a été adapté ensuite en film animé par les studios Ghibli. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs parce que souvent aujourd'hui on connaît plus Souvenirs de Marnie version maison Ghibli cinématographique que le livre en lui-même, qui pourtant est un grand chef-d'œuvre et est très très connu outre-Atlantique, ce qui est moins le cas je trouve en France. Et je me suis procuré d'occasion cette édition qui a été faite il y a plusieurs années par Monsieur Toussaint Louverture. Vous savez que j'adore cette maison d'édition. Leur signature, c'est un petit peu l'aspect du livre, puisqu'on a des livres très très beaux qui sont en relié comme ça, en hardback, avec de magnifiques illustrations sur la couverture. Et à l'intérieur, on a vraiment un texte soigné, du papier de qualité, épais, voilà. Une traduction impeccable des classiques qu'ils décident de rééditer. Vraiment, j'adore. Au niveau du prix, celui-ci vaut 16,50 €. Je crois qu'il est toujours disponible sur leur site si ça vous intéresse. Sinon, vous faites comme moi, vous l'achetez d'occasion. Ça a été publié pour la première fois en 1968. Et c'est l'histoire d'une amitié entre deux jeunes filles qui se passe en été. On a Anna, qui est la protagoniste principale, qui est une orpheline préadolescente, voilà, qui a été recueillie chez une dame et qui est vraiment très fermée, très recluse. Elle ne communique pas avec les autres enfants ni avec les adultes. Elle est vraiment dans son monde. Sa tutrice décide de l'envoyer en vacances sur les côtes anglaises et elle espère que ça va lui faire le plus grand bien. Quand elle arrive dans la campagne, elle va petit à petit découvrir les choix du plein air. Elle va se faire à la population locale et elle va surtout être intriguée par une jeune fille qui semble avoir son âge, qui est tout l'inverse d'elle. Elle est blonde, lumineuse, rayonnante, communicative, alors que Anna, elle, est plutôt renfermée, brune, le teint très mat, etc. Elle a une tenue un peu garçon manqué, alors que l'autre jeune fille, vous l'avez deviné, qui s'appelle Marnie, est vraiment très féminine, très élégante. Voilà, et on va comprendre que malgré le fait que tout semble un petit peu les opposer quand on les regarde en tant que personnage, eh bien, une grande histoire d'amitié va naître entre les deux. Et là où ce livre est un best-seller, c'est que là encore, Souvenirs de Marnie s'ancre dans le réel pour petit à petit se perdre dans un univers un petit peu onirique, un petit peu imaginaire, à tel point qu'on n'arrive pas à discerner la frontière entre ce qui est vrai et ce qui est inventé par l'esprit d'Anna. Normalement, avec ce que je viens de vous dire, vous aurez envie de le lire, parce que vraiment c'est un grand classique et que c'est une histoire, là encore, avec plein de mystères, au bord de l'eau, qui vous fait voyager et qui vous donne envie tout simplement de rentrer dans son univers et de découvrir le fin mot de l'histoire. Et même si vous avez vu l'œuvre cinématographique, sachez que ça diffère un petit peu du texte. Tout n'est pas identique et donc je trouve que c'est toujours bien de connaître la vraie histoire dans son intégralité plutôt que d'avoir juste le repère cinématographique comme ça arrive souvent pour les œuvres littéraires qui sont reprises. Ensuite, on enchaîne avec un livre que j'ai acheté, celui-là. Alors, j'ai pas tout à fait acheté, parce qu'en fait, je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de Noël de l'année dernière, donc, le dernier Noël. Donc, c'était le calendrier de l'Avent littéraire de Once Upon a Book, que vous connaissez peut-être si vous aimez les box littéraires notamment, puisqu'à la base, c'est un site qui propose des box littéraires que j'aime bien. Et de temps en temps, je commande une box par-ci par-là, ça m'arrive. Et ce que j'aime le plus, c'est leur calendrier littéraire, où ils mettent à l'intérieur des livres et des goodies, des accessoires, et des petites gourmandises à manger, voilà, sur le thème toujours des livres et de la littérature. Et donc, il proposait une avant-première, qui était ce livre-là, qui s'appelle Un cas, de Vincent Portugal, publié chez Plume Blanche Édition. Ce livre-là, si vous avez envie de le lire, il va sortir au mois d'août, voilà. Donc moi, je l'ai eu en décembre en avant-première, comme toutes les personnes qui ont commandé le calendrier de l'Avent chez Once Upon a Book à ce moment-là. Mais en réalité, c'était une nouveauté. C'était bien écrit dans le calendrier de l'Avent qu'on allait avoir un livre qui n'était pas encore sur le marché. Alors pourquoi je le lis que maintenant? Pas tout simplement parce qu'en lisant le résumé, j'ai compris que ça se passait au pays des Incas avec un grand soleil et que c'était une histoire vraiment sous le signe de la chaleur. Voilà, donc j'ai voulu le garder pour l'été. Et j'ai bien fait parce qu'on y suit deux protagonistes, une jeune femme qui est Inca, qui fait partie des grandes prêtresses, qui a des pouvoirs relatifs au dieu qu'elle prie, et donc au dieu du soleil. Et en opposition, on a un jeune homme qui, lui, descend des anciens peuples qui vivaient là avant que les Incas
ne créent leur empire et qui croient à d'autres dieux et qui a d'autres pouvoirs qui descendent de ces dieux-là. Et donc les deux en fait vont s'affronter. On a une intrigue d'enemy to lovers, telle qu'on aime bien la définir dans les young adultes aujourd'hui, c'est-à-dire que ce sont des ennemis qui plus tard vont devenir des amoureux parce que au début s'ils s'affrontent, ils vont finalement se trouver des points communs. Honnêtement, j'étais pas très emballée au départ. La raison pour laquelle j'ai eu envie de le lire, c'est que ça parlait des Incas et qu'il y a vraiment au début de chaque paragraphe, vous voyez, des allusions à l'Empire Inca qui sont vraiment fouillées, recherchées. Après, j'ai regardé un petit peu l'auteur et j'ai compris que c'était un passionné de la culture Inca. Et là-dessus, ça se sent. C'est bien documenté. On apprend plein de choses sur les Incas, même si on aime bien ça déjà à la base, je pense que vous pouvez y glaner une information ou deux supplémentaires que vous ne savez pas forcément. Donc je trouve que ça c'était très agréable d'être vraiment plongé dans cette civilisation-là, qui était vraiment très développée et qui est vraiment très intéressante d'un point de vue anthropologique. Et puis en plus, on est vraiment dans un univers brûlant, ensoleillé, avec la lumière aveuglante du soleil, en Amérique latine. Vraiment c'est parfait pour se dépayser pour l'été. On enchaîne ensuite avec un roman qui se passe cette fois-ci plus au nord, puisqu'il s'agit d'Un été au café des Cornouailles de Philippa Ashley, publié aux éditions Hauteville. Et ça, au niveau du prix, c'est 16,95 €. Donc celui-ci, bien que ça soit une nouveauté, je l'ai acheté d'occasion, j'ai réussi à le trouver sur Vinted à un prix décent. Et alors déjà, regardez-moi cette petite couverture. Franchement, si vous n'avez pas envie de vous asseoir là, au bord de la mer, au pied du cottage, franchement, je vous comprends pas, parce que moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire quand je regarde la couverture. Alors celui-ci, il est en cours de lecture, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y a certains livres que j'ai pas encore lus. Celui-ci est en cours de lecture, et de ce que j'ai pu lire, honnêtement, c'est pas mal du tout. En fait, au début, je me suis dit, ça va être une romance un peu basique, je sais pas si ça va me plaire, mais comme ça me faisait envie, ça se passait dans les Cornouailles, avec un cottage, etc. Pendant l'été en plus, je me suis dit, il faut que je le lise. Au début, ça part comme un feel-good romance, bon voilà, quelqu'un qui veut refaire sa vie, une autre qui, elle, a une vie difficile et qui essaye de s'en sortir. Les deux se rencontrent et on se dit, bon voilà, il va y avoir une histoire d'amour. En fait, c'est pas tout à fait comme ça. C'est vraiment des personnages qui, petit à petit, sont de plus en plus attachants et qui se révèlent. Il n'y a pas beaucoup de mystère quand même. Il y en a un petit peu sur un des deux personnages qui est un peu plus mystérieux que l'autre. Mais sinon, ce qui va vraiment faire la différence, je trouve, avec d'autres romans dans ce style-là, c'est le côté attachant des personnages, où on va les découvrir petit à petit dans leur façon de penser, de s'exprimer. Vraiment, on ressent bien le caractère de chaque personnage, quoi. C'est très bien travaillé. Je n'ai pas lu plus que ça la suite, mais l'idée, c'est que un jeune homme et une jeune femme, dans les Cornouailles, au bord de la mer, vont décider de retaper un centre de vacances qui possède plusieurs petits cottages laissés à l'abandon depuis très longtemps. Et de là, évidemment, va naître des liens d'amitié, des liens amoureux, etc. Et c'est tout un univers comme ça dans les Cornouailles qui est développé. On a beaucoup de descriptions aussi du paysage, de la nature, etc. On se sent vraiment immergé dans les Cornouailles et ça j'ai beaucoup apprécié également. Surtout que ça se passe en été, ce qui est assez rare parce qu'on choisit souvent les Cornouailles pour l'automne ou pour l'hiver. Et c'est vrai que dans les romans, on le choisit pas trop pour des romans en été. Moi j'ai bien aimé, en tout cas pour ce que j'en ai lu. Évidemment j'ai pas encore lu la fin, donc j'espère que je serai pas déçue pour la suite, mais c'est plutôt plaisant jusqu'à présent. Ensuite, un autre livre que j'ai pas lu celui-ci, il s'agit d'un best-seller au niveau de la littérature actuelle, puisque c'est Les femmes du bout du monde de Melissa Costa, publié au livre de poche, en version, vous voyez, collector, broché. Donc c'est ça qui m'a fait craquer, vous l'avez compris. Quand je l'ai vu à la librairie, je me suis dit, mais il est vachement sympa, ça me donne envie d'essayer. Il faut savoir que je n'ai jamais lu de Melissa Costa, donc ça va être mon premier roman de cet auteur. Elle est connue depuis quelques années. Elle a écrit à peu près 6-7 romans, je crois. Et le fait que celui-ci soit en édition collector comme ça m'a un petit peu décidé à sauter le pas. D'autant que ça se passe à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, et que c'est une histoire d'amitié entre femmes. Et ça aussi, c'est pareil, c'est une thématique que j'aime bien, qui me plaît bien. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Je vais le garder pour les vacances, je pense, puisque là, ça va être le dernier livre que je vais lire sur le thème de l'été. Après, je vais prendre un peu au tout venant ce que je trouve. Mais c'est vrai que pendant les vacances, j'emmène toujours un livre avec moi, donc je vais peut-être embarquer celui-là. Souvent, j'emmène ma Kindle, comme ça, si j'ai fini mon livre, je peux en recharger un autre, en avoir un deuxième derrière, et ça évite d'avoir plein de livres dans la valise. Mais là, je pense que celui-ci va peut-être m'accompagner, et puis j'espère que il va être
à la hauteur des commentaires que j'ai pu lire sur Amazon ou autre, hein, puisque vraiment c'est un best-seller apparemment et ça a l'air plutôt bien. Donc je découvrirai ça bientôt. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire, hein, c'est toujours sympa d'échanger sur nos lectures. Et si vous voulez cette nouvelle édition qui vient de sortir au printemps dernier d'ailleurs, hein, sachez qu'elle coûte 10,90 € et que vous pouvez la trouver dans toutes les librairies et sur internet évidemment. Je trouve que c'est quand même plus sympa que d'acheter la version poche qui coûte 1 ou 2 € moins cher, donc franchement il n'y a pas une grosse différence. Le livre est petit, il est mignon, franchement les couleurs et tout, c'est travaillé, c'est sympa. C'est vraiment très bien cette démarche qu'a le livre de poche de proposer des petits livres comme ça, sympas à mettre dans sa bibliothèque et qui sont jolis esthétiquement. On termine avec le dernier roman pour adultes, hein, qui est La mort de Tante Dimity, une enquête d'outre-tombe de Nancy Atherton aux éditions Verso. Alors ça c'est une nouveauté qui vient tout juste de sortir mi-juin je crois, et vraiment j'avais hâte qu'elle sorte parce que je l'avais déjà repérée dans les sorties annoncées. Quand on regarde la couverture déjà, franchement c'est complètement mon style, ce style d'illustration, le cottage anglais, toute cette flore et cette faune comme ça, très champêtre, j'aime beaucoup. Alors à l'intérieur c'est pas du tout illustré, hein, vous voyez, il n'y a rien du tout, sauf une petite en-tête comme ça au niveau des chapitres à chaque fois, hein, voilà, mais sinon c'est pas du tout illustré. La mort de Tante Dimity s'est présenté aujourd'hui comme un cozy mystery. En réalité c'est un livre qui a été écrit en 1992 aux États-Unis et qui a été publié 1 an plus tard, et donc à l'époque le cozy mystery n'existait pas du tout comme concept. On met un petit peu le titre Cozy Mystery sur plein de livres en ce moment, je trouve, qui n'en sont pas forcément parce que tout simplement c'est vendeur et que c'est un genre qui est de plus en plus demandé dans la littérature. Mais honnêtement, après l'avoir lu, moi je dis ce n'est pas un Cozy Mystery. Pour autant, c'est pas du tout un mauvais livre et j'ai adoré la lecture. Mais ce n'est pas un Cozy Mystery. Je vais vous expliquer pourquoi. On est sur la mort de Tante Dimity, d'accord, mais la mort de Tante Dimity, en fait, elle est marquée dès le début du récit et ce n'est pas une mort avec un mystère et un crime à la clé. Voilà, c'est une mort classique, il n'y a aucun mystère dessus. Là où il y a une intrigue, un mystère, c'est sur la vie de Tante Dimity. Et en fait, c'est la jeune femme qui va apprendre la mort de la Tante Dimity et qui va se rendre dans son cottage en Angleterre, qui, elle, va rechercher dans les lettres que Tante Dimity a échangées avec sa propre mère, dans leur histoire passée, qui se passe également pendant la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, tout un tas d'événements pour comprendre certaines choses aujourd'hui dans le présent. On n'est pas du tout sur une enquête de meurtre. Si vous voulez l'acheter à cause de ça, parce qu'effectivement on vous vend ça comme un cozy mystery, vous allez être déçus. En revanche, vous ne serez pas déçu par le côté mystère, vous ne serez pas déçu par le livre en lui-même parce que c'est très intéressant. Alors, je nuance en fait, parce que je m'avance un peu trop, dans le sens où la moitié du livre, c'est pas si intéressant que ça. Honnêtement, je me suis demandé un petit peu quand est-ce qu'il allait décoller. Et quand on arrive à la moitié, mais vraiment à la moitié, là ça décolle vraiment, et on a une intrigue, où en plus on a un petit événement surnaturel, puisqu'on a aussi une histoire de fantôme dedans. Donc ça, c'est le petit plus que j'ai adoré dans cette histoire. C'est une série qui a 28 tomes, donc il y a déjà le tome 2 qui est annoncé pour octobre prochain. D'ailleurs, il y a un petit marque-page qui est glissé à l'intérieur, où vous voyez le tome 2, vous voyez. Ça, c'est le tome 2, qui s'appelle Le secret de Tante Dimity, voilà. Et sur le marque-page, on vous dit que ça sort en octobre. Donc moi, je suis conquise. Je pense qu'en octobre, je vais réitérer l'expérience avec Tante Dimity et connaître la suite. Mais voilà, accrochez-vous sur la moitié du livre et surtout sachez que ce n'est pas un cozy mystery. Voilà, je pense que c'est important parce que sinon vous serez déçus d'emblée, alors que le livre mérite d'être découvert, l'intrigue mérite d'être découverte, même si au début on comprend pas trop le côté cozy, mystérieux, etc. parce que ça se passe en plus en Amérique. À partir du milieu, quand la protagoniste part pour se rendre dans le cottage de Tante Dimity en Angleterre, là pour moi ça démarre vraiment dans ce que j'aime dans le récit. Un univers dans un cottage, bucolique, etc. Soumis un petit peu aux aléas de la météo. Tantôt il fait beau, tantôt il y a des orages, le printemps, etc. On a un petit peu toutes les saisons dans le livre. Et on a ce mystère qui débarque vraiment et cette recherche un petit peu du passé pour comprendre. Et on a surtout l'apparition du fantôme aussi qui est vraiment assez intrigante, assez drôle. D'ailleurs dans l'histoire il y a quelques petites péripéties autour qui vous feront sourire à coup sûr. Le livre coûte 14,90 € et ça par contre impossible de le trouver sur Vinted vraiment. Alors d'une il venait de sortir mais en plus j'ai trouvé personne qui le vendait.
Donc voilà, j'ai dû l'acheter neuf celui-là, mais je regrette pas du tout mon achat, surtout qu'il n'est pas très cher, 14,90, ça reste raisonnable. On va poursuivre avec cette fois-ci 2 romans jeunesse, hein, j'en ai eu que 2 à vous présenter cette fois-ci. Le premier, c'est un court petit roman qui s'appelle La Belle Jeannette et qui est publié aux éditions Seuil Jeunesse, au prix de 9,50 €. Alors ce que j'ai aimé dans cette édition, c'est déjà tout ce petit paysage marin. Donc là, cette fois-ci, on est en Bretagne. Et ce qui est sympa dans le livre, c'est que ça s'ouvre ici, vous voyez. Ça, en fait, il y a des illustrations à l'intérieur que vous pouvez voir. Et on a la couverture qui se déplie en un magnifique poster sur la côte de nuit, voilà, en Bretagne. C'est vraiment super sympa, je trouve, comme idée. Je trouve ça vraiment bien. Et tous les livres de cette collection, apparemment, sont comme ça. Pour le livre en lui-même, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Eh ben, on est sur une histoire d'une petite fille qui va tomber sur une sirène, une vraie. Et alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette sirène que son père a pêchée en mer? Et comment cette petite fille va réussir à la protéger? On est sur une histoire qui parle de sirène, donc ça, ok, c'est un peu enfantin, etc. Mais qui traite en fait en fond de l'écologie, de la protection des espèces marines. Et ça, c'est pas mal, je trouve, comme sujet à évoquer avec les enfants. En plus, l'histoire se lit bien, elle n'est pas écrite avec une plume trop enfantine, justement. Je trouve qu'elle peut se lire de 6 à 77 ans sans aucun problème. Donc voilà, je vous le recommande pour petits et grands. Ensuite, on enchaîne avec un livre qui a été publié il y a déjà quelques années en France et pour lequel j'étais passée complètement à côté. Je suis tombée dessus par hasard sur un vestiaire Vinted en fait, puisque je cherchais d'autres livres et j'ai vu que quelqu'un vendait celui-ci et donc je me suis renseignée et je me suis dit mais c'est trop bien, comment ça se fait que je connaissais pas ce livre avant? Donc déjà vous voyez le format livre en lui-même, c'est un relié, il est vraiment très très joli avec des dorures, des beaux dessins, voilà, il est vraiment top. Et il est au prix neuf de 13,50 € aux éditions Milan, si ça vous intéresse de l'acheter neuf. Ce qui est sympa déjà, c'est que le livre est illustré puisque c'est pour les enfants. Voilà, vous voyez, il y a des illustrations comme celle-ci, vous voyez, avec des merveilleux champignons. Là, on a une grotte mystérieuse et une tête de mort. Alors comme ça, au niveau des illustrations, je vous mets tête de mort, champignons, vous allez me dire c'est de l'automne, mais pas du tout. Ça se passe pendant les vacances d'été, dans un orphelinat. Et il y a 2 enfants qui vont trouver un passage secret qui mène vers un autre monde en traversant un trou qui est dans un arbre, dans un vieil arbre, dans une forêt. Et ils vont se retrouver dans un pays merveilleux qui est le pays des Snergs. Et en fait, ce livre est connu notamment dans la culture anglo-saxonne comme le livre qui a inspiré Tolkien pour écrire Le Hobbit. Rien que ça. Et malheureusement, c'est vrai que nous, en France, c'est pas très connu du coup. Autant Le Hobbit est extrêmement mondialement connu, autant ce livre-là est un petit peu passé à la trappe. C'est un livre publié à la base en 1927 et le récit que vous avez dans cet ouvrage est en fait retravaillé, a été modernisé pour les lecteurs d'aujourd'hui parce que évidemment un livre de 1927 a des tournures de phrases et de langage un petit peu soutenues, un peu différents aussi au niveau du contexte ou des références culturelles qu'un enfant d'aujourd'hui comprendrait pas spécialement et comme ça a été édité dans une collection jeunesse, eh bien, on a remanié le texte. Après, l'intégralité du texte y est quand même. Voilà, on a vraiment toute l'histoire, il n'y a pas de coupure, mais le texte en lui-même a été retravaillé. Donc ça, il faut le savoir aussi. En même temps, en France, je n'ai pas trouvé d'équivalent publié actuellement du texte intégral tel qu'il était en 1927. Donc autant vous dire que si vous voulez découvrir l'histoire, de toute façon, vous allez devoir passer par celui-ci. Toutefois, moi, ça m'a pas gêné, ça a été vraiment bien fait et on arrive vraiment à comprendre quelles références dans le texte ont pu donner des idées à Tolkien. Et c'est ça qui est vachement chouette, c'est que dans votre lecture, vous allez lire et vous allez dire ça, il s'en est inspiré pour faire telle chose dans son livre Le Hobbit. Tiens, ça lui a permis de créer tel ou tel personnage. Par exemple, dans certains caractères, dans leur phrasé, dans leur façon de parler, on va reconnaître le phrasé qui plus tard va être attribué à Gollum. Oui, rien que ça. Non, je vous assure, pour le coup, en le lisant, pour les fans de Hobbit, vous ne devriez pas être déçus parce que vraiment, on arrive à trouver des similitudes avec le texte de Tolkien. Alors, c'est pas du tout un plagiat. Tolkien a son propre univers qui est beaucoup plus riche, complètement destiné à un public beaucoup plus large que celui-ci, qui est quand même un peu plus enfantin, je trouve, que le Hobbit. Mais vraiment, on sent l'inspiration qui vient de ce texte. Donc au cas où vous voulez lire ce livre, je vous ai donné les références de la maison d'édition chez Tilk Milan, mais je ne vous ai pas dit le nom de l'auteur. Il s'agit de Edward Wyke
Smith, voilà, donc c'est un nom composé un peu difficile à retenir. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, notamment si vous êtes un fan de Tolkien, mais pas que. Si vous n'aimez pas son univers, sachez que ce livre-là a quand même son univers propre, que c'est vraiment une lecture super pour les enfants. Moi, ma fille qui est en CE2 l'a lu et l'a adoré, elle l'a dévoré. Donc vraiment à mettre entre les mains de tous les lecteurs dès qu'ils commencent à lire et à maîtriser un petit peu le texte, parce que évidemment c'est quand même une petite brique, hein, on ne donne pas ça à un enfant en CP, mais un bon lecteur, dès que votre enfant sait bien lire, c'est un univers qui va lui plaire à coup sûr. On passe maintenant aux livres illustrés pour enfants. Vous savez que j'adore les belles illustrations et que je collectionne un petit peu les livres pour enfants avec de magnifiques dessins. Aussi bien des livres vintage que je chine en brocante que des livres récents. Et donc là, tout ce que je vais vous montrer, ce sont des livres récents que j'ai achetés d'occasion pour la plupart, mais pas tous, puisque celui-ci, le premier que je vous présente, je l'ai acheté neuf. Il s'agit d'une réédition de la collection de livres Les souris du buisson au mur, réalisée par Gilles Barclay. Et là, on a la saison l'été. Donc au printemps, je vous avais montré celui du printemps qui venait tout juste de sortir. À l'automne prochain, il y a le volume de l'automne qui est prévu. Et donc j'imagine que celui de l'hiver va suivre, puisque je crois qu'il n'est pas encore annoncé dans les futures parutions. Je ne pouvais pas passer à côté. Le travail d'édition est vraiment très très chouette. On a une belle couleur bleue comme ça, avec la végétation autour. Au milieu, les souris, et vous voyez derrière les autres tomes avec celui que je vous ai déjà présenté du printemps, celui de l'automne et celui de l'hiver là, qui, comme je vous l'ai dit, n'est pas encore annoncé au niveau des ventes, mais qui va très probablement sortir pendant la saison dédiée. Et donc ce livre-là coûte neuf, 13,95 €. Vous pouvez aussi le rechercher d'occasion, mais ce sont des livres qui auront un fond blanc, alors toujours avec de la végétation comme ça autour et les petites souris évidemment, mais un fond blanc beaucoup plus terne. Pour le coup, je trouve que cette réédition est une vraie réussite. C'est rare que je préfère un livre actuel à un livre vintage quand il a été réédité, mais là c'est le cas. Ensuite, à l'intérieur, eh bien, on retrouve une carte du buisson au mur, hein, pour vous situer un petit peu où sont les différentes maisons des petites souris, puisque ce sont des histoires de souris. Et après, on a de magnifiques dessins bucoliques, très très anglais, hein, puisque c'est une illustratrice et autrice anglaise des années 80, Gilles Barclay. Et ce que j'aime, c'est qu'on a comme ça des découpes, voilà, où on voit l'intérieur du terrier, de la maison dans l'arbre, etc. Vous avez compris le principe, on voit à l'intérieur, on a une coupe, on a une tranche, et ça, j'adore. Voilà, là on a une autre vision, et c'est plein de petits détails, voilà. On voit ce qu'il y a dans le grenier, on voit ce qu'il y a dans la chambre, ensuite on descend, et on va voir ce qu'il y a jusque dans le sous-sol, donc c'est vraiment superbe au niveau des illustrations. Et puis alors, c'est extrêmement cottagecore, là, pour le coup, on ne peut pas faire plus cottage, hein, voilà. Ça se passe dans des mini cottages pour souris, en réalité, hein, avec la belle vaisselle anglaise, de la bonne nourriture, souvent sucrée d'ailleurs, et on a tout ce charme, les poutres, les maisons avec des vitraux, etc., qu'on peut retrouver dans les cottages. Donc autant vous dire que j'adore ces petits ouvrages, ce sont des histoires vraiment toutes mignonnes en général. Là, on a en fait un mariage, il s'agit d'une noce chez les souris. Vous voyez, ici on a les mariés. Et donc, ça raconte les préparatifs de cette merveilleuse fête qui s'annonce au pays des souris. On enchaîne encore avec une souris et encore avec une réédition, mais c'est un livre un peu moins connu. Il s'agit de Dame Souris et compagnie, maison sur mesure. Ça a été republié chez Père Castor. Et c'est de George Mendoza et les illustrations sont de Doris Susan Smith. C'est un livre pareil qui a été édité dans les années 80, qu'on vient tout juste de ressortir dans un format un peu plus aéré, parce que souvent les anciennes éditions sont un petit peu plus petites. Et quand je vais vous montrer les illustrations, vous allez comprendre pourquoi je préfère ce format-là. C'est tout simplement parce que là encore, il y a plein de détails et que évidemment, plus le livre est grand et plus ça sera agréable pour regarder chaque recoin, chaque petit dessin, chaque petit détail qu'a mis l'illustrateur dans son œuvre. Alors, c'est l'histoire d'une petite souris qui est architecte et qui dessine la maison idéale pour chacun des animaux de la forêt. Les animaux vont lui demander des maisons sur mesure qui correspondent parfaitement à leur mode de vie. Et on a vraiment des maisons magnifiques. Regardez celle-ci, celle de la maison du verre qui est dans une poire. Enfin, franchement, cette maison suspendue, elle est vraiment superbe. Alors, toutes les maisons sont belles. Il y a énormément de pages pour un livre pour jeunesse, donc je ne vais pas
tout vous montrer. Mais quand même, je résiste pas comme d'habitude à vous montrer pas mal d'illustrations parce que je trouve que c'est vraiment ce qui fait la richesse de ce livre. Donc là, par exemple, on a la maison de la grenouille et c'est des sortes de nénuphars, de maisons sur pilotis comme en Thaïlande. Donc on peut s'amuser comme ça avec les enfants à chercher quel type de maison on fait référence dans le monde. Et ça, c'est vraiment très rigolo, je trouve. Et puis, c'est des maisons merveilleuses, magiques, quoi. J'aimerais trop avoir ce genre de maison. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Donc là, par exemple, c'est celle du maître hibou, hein, voilà, qui a un petit côté un petit peu scientifique, un peu sorcellerie, magie aussi, je trouve. Et c'est une découpe à l'intérieur d'un phare qui se trouve en pleine mer, donc vraiment c'est superbe, j'adore cet univers. Là on en a une autre qui fait plus château de Versailles, vous voyez, ça c'est pour le cochon. Il y a vraiment tellement de détails à l'intérieur. Bref, je vous montre pas tout, mais la plupart des maisons, comme vous l'avez vu, sont plutôt dans un contexte estival, vous voyez, souvent au bord de l'eau, souvent avec beaucoup de végétation, c'est très verdoyant, voilà. Donc on est plus, je trouve, effectivement, dans un livre estival, mais ça peut se lire à n'importe quelle saison. C'est juste qu'au niveau des dessins, les maisons prennent vie, hein, si vous voulez, dans un espace plutôt estival, plutôt été, plutôt nature en pleine croissance, voilà. À la limite, un petit peu printemps peut-être, mais c'est toujours très très ensoleillé. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter dans ces livres de l'été. Dans le même genre, et vraiment, c'est vraiment le même style, on a celui-ci qui est beaucoup plus récent, qui s'appelle Bienvenue Castor, de Manus Weitman, à la collection La Martinière Jeunesse. Et il coûte 14,99 €, donc c'est un livre un petit peu plus grand que l'autre. Et c'est normal parce que là encore, vous allez voir, on est sur des découpes comme ça, de maisons, de terriers. Et en fait, c'est l'histoire d'un petit castor qui voyage en montgolfière à travers le monde et qui va découvrir différents habitats et différentes cultures, voilà. Et donc, on a les découpes des différentes maisons. Donc là, on est chez le renard et on suit la petite montgolfière qui voyage un peu partout et qui découvre les autres maisons. Donc là, par exemple, franchement, on est vraiment sur une scène champêtre. Les coquelicots, le blé, l'été, vous voyez dans les champs avec la petite maison comme ça, ici, qui est vraiment magnifique. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le présente également en été, parce qu'il s'agit d'un voyage, qu'on découvre plein de maisons et que vraiment, quand on regarde les dessins, on est sur le voyage et sur l'été, la saison estivale. Je vous montre une petite dernière pour le plaisir, mais vraiment, c'est un livre génial à découvrir avec les enfants ou pour les grands, voilà. Si vous aimez les détails, si vous aimez les intérieurs cosy, douillets, exactement comme l'autre livre que je viens de vous présenter, c'est le même principe. Sauf que là, on voyage, alors que dans l'autre, on est plus sur les habitats de la forêt, tout simplement. On enchaîne encore avec un livre jeunesse qui s'appelle cette fois-ci « À la rescousse de Mia la tortue » aux éditions La Bagnole de Lucie Crovato et de Lucie Papineau. Ce qui est sympa dans ce livre, c'est que là encore, vous voyez, la jaquette s'enlève et on découvre à l'intérieur des illustrations comme ça, voilà, sur la faune marine, vous voyez. Et quand on ouvre encore plus grand, on a en poster la couverture du livre. Donc ça, c'est toujours sympa, je trouve toujours un petit peu original. Même si je ne suis pas très fan des jaquettes de manière générale, je trouve que pour un livre pour enfants, c'est plutôt ludique. Et donc quand on prend le livre en lui-même, vous voyez qu'en dessous, on a la même couverture que sur la jaquette. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Camille et qui est en vacances au bord de l'eau chez son papy, au Canada. Là, pour le coup, c'est un livre québécois en fait à la base. Alors, certes, édité en français, vous ne trouverez pas de mots québécois à l'intérieur, hein, c'est vraiment au niveau du texte, c'est vraiment français. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça se passe du coup sur les côtes canadiennes, ce qui est un peu rare dans les livres pour enfants ou les livres illustrés, on en a rarement, je trouve. On a des dessins au bord de mer, très bucoliques, avec les fleurs, la petite fille Camille ici, et c'est l'histoire tout simplement d'une tortue de mer que la petite fille va apercevoir sur les côtes et qui va se retrouver avec un sac plastique sur la tête, et donc la petite fille va essayer de la sauver. C'est une histoire sur fond de conscience écologique. Le but, c'est d'éveiller les enfants, effectivement, à la pollution marine, à ce qui se passe pour les animaux de la mer, à cause de ce que nous, les hommes, nous faisons sur notre planète. Et donc voilà, ça éveille les plus jeunes à la préservation de la nature et ici du milieu marin en particulier. À la fin, je vous rassure, la tortue est quand même sauvée. Mais c'est vraiment un très beau livre, je trouve. Et puis,
Il existe un livre pour chaque saison dans cette collection, donc je pense que je vous présenterai les autres dans les saisons à venir, mais il en existe un pour l'été, un pour l'automne et un pour l'hiver, avec à chaque fois de très très beaux dessins comme ça, poétiques, un brin rétro, hein, quand vous regardez comment la petite fille est habillée, le style de dessin qui est fait par contre complètement à l'aquarelle et au crayon. Ce ne sont pas des dessins réalisés à l'ordinateur, donc il faut quand même le préciser puisque c'est de plus en plus rare. Donc j'ai beaucoup aimé ce petit livre-là. Et on termine par un dernier livre jeunesse qui s'appelle Electrico 28 de David Kelly et de Magali Lehuche aux éditions ABC Mélodie. Alors là, c'est pas tant pour les dessins que je vous le présente, même si c'est un livre illustré et que forcément les dessins me plaisent, sinon je l'aurais pas pris. Mais c'est aussi pour l'histoire parce que ce livre-là se passe à Lisbonne. Vous savez que Lisbonne, c'est une de mes villes de cœur. Si vous avez déjà vu d'autres vidéos, vous savez que je suis allée plusieurs fois dans cette ville et que j'aime beaucoup. Le tramway notamment, les petites maisons avec les azulejos dessus peints, etc. C'est vraiment une ambiance particulière Lisbonne, c'est une ville très lumineuse, il fait beau plus de 300 jours par an. Quand j'ai découvert ce petit livre qui traitait de la capitale portugaise, j'ai eu très envie de me le procurer. On suit un conducteur de tram que vous voyez ici, qui s'appelle Amadeo. Son dada, c'est tout simplement de réunir des amoureux qui sont trop timides pour déclarer leur flamme. Et donc, quand des amoureux transvis montent dans son tram, il les repère et il a différentes manœuvres quand il conduit le tram pour que finalement ces amoureux se retrouvent dans les bras l'un de l'autre. Voilà. Sauf que il y a un couple d'amoureux que Amadeo n'arrive pas à mettre ensemble et il ne comprend pas pourquoi. Heureusement, il finit quand même par avoir gain de cause avec ce magnifique coucher de soleil sur Lisbonne dessiné. Voilà, donc ça c'est typiquement ce genre d'illustration qui m'a donné envie de l'acheter. Et je vous révèle pas tout, je vous révèle pas la fin, mais quand même c'est très mignon, c'est tout doux et surtout c'est un petit voyage dans la capitale portugaise que j'adore. Et donc je ne peux que vous le conseiller de ce point de vue-là. Voilà, on a enfin terminé cette longue pile à lire de livres pour l'été. Certains d'entre eux rentreront peut-être dans votre pile à lire pour cet été et vous accompagneront en voyage ou en tout cas vous feront voyager dans différents univers. N'hésitez pas, vous aussi, en commentaire, à me conseiller certaines lectures estivales que vous allez faire ou que vous avez déjà fait, puisque j'adore échanger littérature avec vous et que c'est vrai que même si la chaîne n'est pas une chaîne littéraire et n'est pas dédiée aux livres, ça n'empêche pas que je suis une vraie passionnée et que j'aime beaucoup les romans, la littérature en général et que c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous sur les lectures. Donc n'hésitez pas, j'attends vos conseils de livres à lire en commentaire. On se retrouve bientôt bien sûr pour une nouvelle vidéo où je vous emmènerai encore une fois en week-end avec moi sur la Côte d'Azur. Je vous dis pas l'endroit où je vous emmène, ce sera la surprise pour la prochaine vidéo. Bien sûr, il y aura des objets chinés, bien sûr, il y aura du voyage, comme d'habitude. Et en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes un très beau début d'été. Voilà, j'espère vraiment que vous passerez de très bons moments en vacances ou chez vous, peu importe, du moment que vous pourrez apprécier les petits bonheurs et les petites joies de l'été. Ce serait dommage de s'en priver avant la rentrée. Et ce sera les mots de la fin. Je vous dis à très bientôt.